Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Alain Bauer, au commencement était la guerre, édition Fayard, absolument passionnant. Je vous cite, page 367. La cyberguerre a déjà commencé, sans instruments contondants, sans missiles ni chars, par la création d'un désœuvrement volontaire, d'un désarmement voulu, d'un asservissement programmé. Et vous évoquez notamment la tiktokisation du monde. Alain Bauer, si on traite renseignement, espionnage, conflit, aujourd'hui, à l'heure cyber, qu'est-ce que nous donnent tous ces mots? Alors en fait, il y a un événement plutôt classique, l'espionnage. Tout moyen d'espionner quelqu'un est toujours utilisé par des services de renseignement. On ouvrait le courrier, on décachetait les envois, on devait probablement lire les papyrus et détourner les porteurs de plaquettes gravées dans le marbre. Donc on a toujours espionné le téléphone, les câbles, les liaisons de communication, etc. Et donc ce sujet était assez répandu, et donc dès lors qu'on ouvre un nouveau moyen de communication, un nouveau média, qu'on interconnecte des tas d'outils dessus et que ça donne accès à peu près tout et n'importe quoi, il n'y a aucune raison qu'on s'en prive. Ce qui est nouveau, c'est que désormais il est plus facile de demander et de commander à un opérateur privé des éléments d'information que les services publics n'ont pas les moyens ni les capacités d'aller récupérer. C'est plus facile de demander à Google, Facebook, TikTok et autres des données individuelles en respectant toutes les lois, puisque eux ne les respectent pas parce qu'ils n'ont pas l'obligation de les respecter et que nous n'en avons imposé aucune jusqu'au début de commencement de RGPD qui s'est installé poussivement dans la relation franco-américaine. En fait, la protection des données individuelles, la propriété de la donnée, est un élément que nous avons totalement zappé, comme le reste d'ailleurs. Quand on construit des voitures qui font 3 km/h, on ne construit pas la limitation de vitesse tout de suite. On le fait tardivement. Eh bien, nous sommes toujours en retard sur l'événement. Parce qu'on considère que la main invisible du marché va régler la question naturellement. On n'a pas besoin de policiers, on n'a pas besoin de feux rouges, on n'a pas besoin de ceinture de sécurité, on n'a pas besoin de passage piéton. Et en fait, on n'a pas de code de la route du cybermonde, qui n'est pas seulement de la sécurité informatique, la protection des données, mais c'est surtout la manière dont on gère la propriété de la donnée, l'identité numérique, sujet que nous n'avons toujours pas résolu, de la même manière que nous n'avons pas compris l'importance que les réseaux sociaux allaient avoir sur la construction de la vérité. Avant, la vérité, c'était facile. Elle était divine, ou légale, ou politique, ou administrative. Elle était surtout scientifique. Depuis l'affaire du Covid, nos estimés collègues ont liquidé la question de la vérité scientifique en direct sur les chaînes de divertissement en continu que d'autres appellent d'information en continu. On a eu l'occasion de faire une série d'émissions sur le sujet, je ne vais pas y revenir, mais sur la question essentielle de la vérité, aujourd'hui, nous avons la vérité relative, la vérité alternative, la fake news, chacun décidant de la vérité qui lui plaît, nonobstant l'existence éventuelle d'un espace commun qui s'appellerait la vérité tout court. Et cette question-là, elle a totalement bouleversé la manière dont le renseignement fonctionnait sur la question manipulation. Ce n'est pas la première fois, la dépêche d'Ems ne date pas d'hier, des tentatives de désinformation, ça fait partie des traditions dans tout conflit. Sauf que là, l'autoproduction du renseignement désinformatif est devenu un élément qui n'est même plus maîtrisé par les États. Ils le découvrent parfois de manière assez stupéfiante. Alors, souvent en générant leur propre sein, un opérateur qui n'appartient pas à un service étranger mais qui a ses propres objectifs. Alors on a eu M. Snowden, qui lui était un lanceur d'alerte en disant les Américains surveillent tout et tout le monde, leurs alliés, leurs citoyens, ils n'ont jamais demandé l'autorisation à personne et dont, au nom des valeurs de la démocratie américaine, je me réfugie ensuite à Moscou. Bon, voilà, entre-temps, il a partagé beaucoup des équipements qui ont permis à la NSA de fabriquer son renseignement et d'espionner tout le monde, et ça s'est répandu. Et aujourd'hui, vous avez toute une série d'opérateurs privés, de mercenaires, de demi-criminels, demi-hackers qui font leur miel de tout cela, parfois au nom d'États étrangers, parfois pour leurs propres intérêts. Et puis, vous avez eu le Snowden 2, jeune homme de 20 ans, qui est en fait un joueur, un gamer, recruté sur le site des gamers et qui avait les compétences techniques et technologiques qui devaient effarer un bon vieux général à 13 étoiles incapable d'utiliser son ordinateur et qui en a donné accès
à l'intégralité des synthèses des secrets américains. Alors, ce n'est pas l'intégralité des secrets, c'est les synthèses, mais dans les synthèses, il y a beaucoup de choses, car le renseignement, c'est fait de sources. Et quand on protège sa source, on est flou. Plus on est précis, plus on la met en danger. Or, les 300 documents qui ont été diffusés depuis des semaines avant que les Américains s'en rendent compte, montrent une capacité d'abord à la diffusion de secrets qui est invraisemblable. Je veux dire, en France, on a encore un dispositif où, pour accéder à un secret, il faut avoir besoin d'en connaître. Il faut dire, pour telle raison, j'ai besoin de voir ce truc. Là, c'est libre service, supermarché. T'as accès à tout. Et donc, le gamin a commencé par recopier les trucs pour se faire mousser auprès de ses potes. Il le dit lui-même, depuis le début. Les copies des échanges sur le groupe Discord sont impressionnants, de naïveté. C'est un ado qui joue. Il a sa Game Boy, il a son joystick, et il pense que c'est un jeu. Et il est entré dans un univers virtuel. Et la grande révolution du renseignement, c'est la virtualisation. C'est-à-dire le fait que plus personne n'est dans le monde réel, dans les jeunes opérateurs. Ils ne comprennent pas ni ce qu'ils font, ni l'importance de ce qu'ils font, ni le danger de ce qu'ils font. Et en fait, ils sont catégorisés comme aux États-Unis. Tu aimes les armes, tu es pro-républicain ou pro-Trump, tu es donc un vrai nationaliste qui défend le pays. Dans tous les autres cas, tu es un woke dangereux et gauchiste et antifa. Et donc cette classification a intégré y compris la culture américaine, la culture des armées. Et donc, de ce point de vue-là, comme il était très rouge, couleur des républicains, et pas très bleu, couleur des démocrates, donc on lui faisait plus confiance qu'aux autres qui, eux, avaient sans doute un agenda caché de wokisation des valeurs de l'Amérique. Et ceci, à lui tout seul, a permis à un gamin qui avait envie de se faire mousser chez ses copains de diffuser des centaines de documents jusqu'au jour où l'un des copains a décidé de se faire mousser chez d'autres et a commencé à les diffuser. Et tout d'un coup, le gouvernement américain a découvert l'ampleur des fuites qui révèlent quoi ? D'abord, ce qu'on sait, l'état de la guerre chaque jour. Il suffit des organismes publics ou de recherche qui font ça très bien. Ensuite, ce qu'on sait moins, le niveau d'information des Américains sur ce qui se passe chez l'adversaire, qui met en danger les sources américaines. Mais surtout, le niveau d'information, de renseignement et d'espionnage américain sur leurs propres alliés. Pour de bonnes raisons, ceux à qui ils ne font pas confiance, y compris des pays un peu surprenants, qui disent en même temps qu'ils vont fournir des munitions aux Russes, mais il ne faut pas le dire aux Américains, qui laissent des traces de leurs activités un peu partout. Et puis, du fait que, le renseignement aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'éléments de sources qui sont gérés par des opérateurs privés, auxquels les grandes agences publiques achètent des éléments qui leur permettent de compléter, de diversifier, d'identifier, de resserrer ou d'élargir leur capacité de renseignement. Et ceci bouleverse le monde du renseignement avec un élément nouveau, l'OSINT, l'Open Source Intelligence, qu'aucun service de renseignement ne voulait prendre en considération parce que, non, pas nous, jusqu'au moment où un groupe comme Bellingcat, un groupe anglais, a montré qu'on pouvait identifier des agents étrangers, remonter à des tentatives d'enlèvement, d'empoisonnement ou d'assassinat montées par les services russes, d'identifier les responsables d'une batterie qui abat un avion civil par erreur, bref, de découvrir toute une série d'éléments dont les services eux-mêmes ne se rendaient pas compte de ce qu'ils pouvaient obtenir par les sources ouvertes. Et ceci est le troisième grand bouleversement, je crois, du moment. Donc tout est à repenser en matière de renseignement, et notamment la gestion du flux. Car en fait, nous sommes submergés par les informations et nous n'avons plus les moyens d'analyse nécessaires. Heureusement, il paraît que ChatGPT est arrivé et peut-être que ça sera la nouvelle source du renseignement, le renseignement sans agent. Ces crypto-monnaies que vous qualifiez d'immenses montagnes de Ponzi où les profits ont été totalement privatisés et où on essaye de mutualiser un peu les pertes. Oui, quand il y en a. Quand il y en a. Comme ça vient d'avoir lieu dans la quasi-crise qui a secoué la Silicon Valley. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard. Merci Alain Bauer. Merci.